employés. La médecine n'en est qu'à son balbutiement, la neurologie tout juste naissante. Mais Hercule Poirot est toujours là pour essayer de résoudre quelques énigmes. Vous l'avez suivi l'année dernière, il revient avec une autre énigme. Je crois qu'il faut applaudir tous ceux qui ont travaillé, qui sont pour cette pièce, comme beaucoup d'entre vous, des internes qui ont travaillé sur leur temps de travail, qui viennent de loin, qui ont réussi à venir jusqu'à Bordeaux malgré un agenda extrêmement pris, qui ont tous des impresarios de grande qualité depuis l'année dernière, qui sont faciles à convaincre. Applaudissons donc ces acteurs avec, sous la direction de Philippe Card et Éric Delors, qui vont vous emmener dans le monde des mitochondriopathies. C'est une pièce en 3 actes. Miss Lemon, à vous. Actualité internationale. La scène se passe dans le château de Blenheim, résidence privée de Winston Churchill. Winston Churchill est dans son salon. Son majordome Crawford vient lui servir son apéritif du soir. Crawford arrive en titubant. Il a manifestement des troubles de la coordination et arrive difficilement à remplir le verre de Monsieur Churchill. Crawford, que se passe-t-il? Vous me semblez bien maladroit ce soir. Excusez-moi, Sir Winston. Effectivement, depuis 15 jours, je titube et je suis malhabile de mes mains. Mais j'espère que cela va passer. 8 jours plus tard, l'état de santé de Crawford s'est manifestement aggravé. Il s'approche de Winston Churchill en effectuant des embardées et arrive à peine à ne pas faire tomber la bouteille de brandy qu'il apporte. Mais enfin, Crawford, je vous trouve de plus en plus mal en point. Et pourquoi m'amenez-vous du brandy? Vous savez bien que le soir, je désire du vermouth. Excusez-moi, Sir Winston, je me suis trompé de bouteille. Je ne distingue plus les couleurs le soir, et surtout lorsque la lumière se fait plus discrète. Je vais appeler mon médecin, Remington Belchance. Je suis très inquiet pour vous, Crawford. 8 jours plus tard, nous retrouvons Crawford allongé dans le salon, inconscient, respirant à peine. Remington Belchance lui palpe le pouls, inquiet d'une issue fatale qu'il pressent imminente. Sir Winston, depuis 8 jours, il vomit sans cesse. Il perd également tout le sein de ses urines. J'ai bien essayé de le réboiter, mais rien ne fait. Oh. Il fait un collapsus. Sir Winston, c'est fini. Crawford n'est plus. Oh my God! Oh mon Dieu! Belchance, pourquoi est-il parti si vite? Sir Winston, j'ai des doutes sur une mort naturelle. À minuit, j'ai vu une ombre qui s'enfuyait dans le parc. Je pense qu'il a été assassiné. Assassiné? Assassiné? Prouvez-le, Belchance.
Et si c'est vrai, contactez l'équipe de Poirot. Seul Poirot pourra résoudre ce crime. Eh bien, Hastings, mon ami, vous avez vu? Le meurtrier appartient au gang des mitochondriopathes. Je vous préviens, ça va être très difficile. Vous avez déjà eu affaire à eux, Poirot? Oui, bien sûr. Ce ne sont pas des assassins ordinaires qui se contentent d'éliminer leurs victimes par un coup de revolver ou un coup de couteau. Non, 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 non. Leur mode opératoire à eux est de s'en prendre à différents organes, sournoisement, successivement. Mais pourquoi le gang des mitochondriopathes? Parce qu'ils habitent pour la plupart sur Mitochondrial Street. Mitochondrial Street est une très vieille rue, Hastings, qui remonte à l'origine même de Londres. Mon ami, vous devriez aller vous y promener le week-end, c'est très bucolique. Il y a 16 000 maisons, réparties en 37 districts. C'est une rue circulaire, à double voie. Mitochondrial Street a ses règles. Les 16 000 maisons sont obligatoirement d'une des 4 couleurs suivantes: amarante, turquoise, crème ou gris. Et surtout, disposées selon la règle ATCG. La règle ATCG? Oui, bien sûr. Une maison amarante fait toujours face à une maison turquoise. Et une maison crème, toujours face à une maison grise. Mais qui habite Mitochondrial Street? Oh, jusqu'à la fin du 19e siècle, c'était une petite communauté, commerçants, d'artisans, d'artistes. Le véritable poumon énergétique de Londres, même avec seulement 1% de la population londonienne. Mais l'arrivée de ces malfrats pervers a perverti son tissu social. Petit délit, agression physique, escroquerie, vol à grande échelle, meurtre. Tout est bon pour les mitochondriopathes. Si rien n'est fait, Londres va perdre toute son énergie et ne sera plus qu'un grand corps malade. Ce sont des psychopathes, Hastings. Ils ont pignon sur rue. D'ailleurs, quand ces gangsters mutants basculent dans la criminalité, ils n'hésitent pas à changer la couleur de leur maison, bravant ainsi la règle ancestrale de Mitochondrial Street. Combien sont-ils? Ils sont 62, mais la situation est mouvante. Ce gang s'agrandit sans cesse. On découvre de nouveaux gangsters mois après mois. Ils agissent toujours en solo. Et bizarrement, ne s'attaquent jamais aux vieillards. Hastings, que connaît-on de la personnalité de Mr. Crawford? Pas de mobile apparent, Poirot. Crawford
n'avez pas de biens essentiels, pas d'appartenance politique, pas d'amourette connue, pas de dette. Son passé est totalement lisse. Comment Winston Churchill prend-il la chose? Très mal. Il était très attaché à son majordome. Il a sombré dans une profonde dépression. Il parle même d'abandonner la politique si ce crime n'est pas éclairci. Vous connaissez la situation internationale, Poirot. L'Angleterre va vivre des heures tragiques. Le pays a besoin d'hommes de sa trempe. Il faut démasquer le coupable. Miss Lemon, vous avez consulté le dossier du gang? Tout à fait, monsieur Poirot. Voici leur fiche. Nous avons donc 6 suspects. Nar, Kearns, Murph, Mélas, MNJ et Polg 1. Mélas est actuellement en prison pour crime politique, assassinat d'un communiste par acidose lactique. Monsieur Poirot, il y a parmi eux une jeune femme, une prénommée Narp. Elle a été interpellée hier soir. C'est une jeune femme aux mœurs légères, très légères. En effet, je lis qu'elle a passé la 2e partie de la nuit dans les bas-fonds de Londres à faire la fête avec les supporters de Chelsea fêtant leur victoire contre Sunderland. Hastings, débutons les interrogatoires. Faites venir notre premier suspect. Honneur aux dames. Je m'en Narp. occupe. I want you ugly, I want you disease, I want you everything as long as it's free. I want your love, 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 I want the drama in the touch of your hand. I want your leather-studded kissing in the sand. I want your love, 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 I want your love. You know that I want you, and you know that I need you. I want you back. Eh bien voilà, Hastings, ça sera cela, l'héritage des années 30. Les femmes se sont mises à fumer la cigarette, à jouer au casino, et même devenir des voyous en jupon. Voyons, Poirot. Rien ne prouve qu'elle est coupable dans l'affaire qui nous concerne. Soit. Veuillez, madame, nous indiquer votre identité et domicile. Je m'appelle Narp. J'habite au 8993 Mitochondrial Street. Eh bien, madame, il semble que vous ayez une affinité particulière pour les yeux de vos victimes, en provoquant ce qu'on appelle la rétinite pigmentaire. Tout à fait, inspecteur Poirot. J'ai découvert ce pouvoir il y a maintenant 15 ans. Le jour où j'ai commis mon premier délit. Et d'ailleurs, pour fêter cela, le soir même, j'ai repeint mon domicile du 8993 Mitochondrial Street de gris en turquoise. Ah, vous voyez, Hastings, je vous l'avais dit, le changement de la couleur de leur domicile quand ils basculent dans la criminalité. Pourquoi n'êtes-vous pas resté dans le droit chemin, madame Narp? Le droit chemin pour une femme d'origine modeste comme moi, dans notre belle Angleterre. Mais vous plaisantez. C'est quoi faire la bonne? Travailler 60 heures par semaine dans une usine? Aucun avenir, mis à part épouser un bourgeois ou un riche financier de la City. Vous attaquez en priorité aux adolescents, Narp. Pourquoi? Inspecteur Poirot, vous savez très bien que le monde court à l'abîme. L'Allemagne va bientôt envahir votre pays, la Belgique. Sera emportée sans résistance. Viendront ensuite la France et l'Angleterre. Mais je fais perdre les yeux à la jeunesse de ce pays afin qu'elle ne voie pas les désastres qui s'annoncent. Belle mentalité, Narp. Ne pas voir, plutôt que résister. Heureusement, vous n'avez pas fait perdre la vue à grand monde. Que faisiez-vous le soir du 30 avril 1936, quand Mr. Crawford a été assassiné? J'étais dans les vestiaires du Stamford Bridge, à la mi-temps du match de football Chelsea
Sunderland. Ah bon? Vous êtes amouraché d'un footballeur? Bah, non. Je préfère les gens beaucoup plus distingués. Mais il se trouve que je suis une fervente supportrice de Chelsea. Or, il y a à Sunderland un tout jeune joueur, 16 ans à peine, buteur hors pair. Je voulais m'introduire dans les vestiaires afin de lui demander un autographe, en usant de mon charme, et commencer à le rendre malade en lui touchant les yeux et l'équilibre par la neuropathie ataxiante, afin qu'il soit handicapé pour le match retour. Quelle scélérate! Vous n'avez donc jamais eu le moindre remords? Oh. Inspecteur Poirot. 2-3 dixièmes. À peine de quoi lui brouiller la vue et un semblant d'équilibre dans les dribbles. À peine de quoi le rendre moins performant devant les buts. Vous savez, il ne sera pas très handicapé dans la vie de tous les jours, et puis je n'ai jamais tué personne. De plus, il se trouve qu'à Chelsea, il y a des dirigeants véreux qui veulent impérativement remporter le championnat. Ils m'ont promis un joli paquet si j'arrive à mes fins, 20 000 livres sterling. L'équivalent de 20 ans de travail dans une usine à textile. J'aurai ma dot. Lâcherai tout pour épouser un gentleman. Poirot, ne la blâmez pas trop. Toutes les occasions sont bonnes de neutraliser un adversaire dans les compétitions sportives. Moi-même, ma chère Narp, je suis un fervent défenseur de Chelsea. J'espère qu'ils vont remporter le championnat. Hastings, pas de familiarité avec Narp, voyons. Je vous rappelle qu'elle est suspecte d'un meurtre. Ça va, j'en sais assez sur elle. Faites-la sortir. Je ne la crois pas coupable, Poirot. Crawford avait 48 ans et Narp s'attaque surtout aux adolescents. Certes, il avait la rétinite pigmentaire, mais ses jambes étaient complètement paralysées juste avant son décès. Or, Narp déstabilise ses victimes, mais ne les paralyse pas, et elle n'a jamais déshydraté personne. Enfin, le médecin Remington Belchance, qui a pratiqué l'autopsie médico-légale, a retrouvé dans les muscles de la victime énormément de ragged red fibers, ce qui n'est pas classique pour Narp. Hastings, mon ami, Poirot ne se fie jamais aux premières apparences. C'est ce qui a fait sa réputation internationale et lui a permis de résoudre bien des crimes. Absolument. Nous allons quand même vérifier son alibi pour le match Chelsea-Sunderland. Faites donc venir maintenant notre deuxième suspect, Kurtz. Approchez-vous, Mr. Kearns. Le capitaine Hastings et moi-même avons quelques questions à vous poser. Veuillez décliner votre identité, nationalité et résidence. Je me nomme Terence Patrice Kearns, né à la fin du 19e siècle aux États-Unis d'Amérique. J'ai immigré en Angleterre peu après la Première Guerre mondiale. Mes adresses sont multiples. Je me suis approprié de nombreuses maisons à Mitochondrial Street. Monsieur Kearns se dit vrai, inspecteur Poirot. C'est le plus grand propriétaire de Mitochondrial Street. On estime son patrimoine entre 1500 et 10 000 résidences. Patrimoine acquis par le vol, Kearns. Cela fait 50 ans que les forces de police vous connaissent. 50 ans que vous commettez des délits. Une manière originale d'attaquer vos victimes? Racontez-nous un peu cela, Kearns. Je me suis rendu compte qu'il n'était pas absolument nécessaire d'éliminer une personne pour aboutir à ses fins. Il suffit de provoquer chez elle certains symptômes pour la forcer à obtenir le but désiré. C'est en Amérique
que j'ai imaginé cette technique, mais je ne l'ai expérimentée qu'après ma venue à Londres. Quelle est cette technique, Kearns? Je sais paralyser les muscles oculomoteurs de mes victimes. Les muscles des membres aussi, parfois. Mais je dois avouer qu'il est bien plus intéressant de paralyser les muscles oculomoteurs. Au moins, on pourra se consoler que ce fléau nous vient d'outre-Atlantique et que ce n'est pas un Anglais qui a inventé cette technique. Mais vous avez fait des émules, Kearns, au Royaume-Uni. C'est vrai. J'ai été le premier à m'installer sur Mitochondrial Street. Bien vite, de nombreux voisins ont imité ma technique, avec quelques variantes. Mais c'est moi seul qui peut m'en attribuer la paternité. Aujourd'hui, tout le monde connaît le gang de Mitochondrial Street. C'est un peu comme la mafia sicilienne, et j'en suis le chef de file, le parrain. Mais vous avez commis des meurtres, Kearns, c'est par arrêt cardiaque. Mais ça, c'était il y a bien longtemps. Je sais bloquer le rythme du cœur et provoquer un arrêt cardiaque. Et j'ai fait suffisamment de prison pour ça. Depuis, mes victimes vont rapidement se plaindre dans les commissariats, qui organisent une protection policière, font appareiller le cœur de sorte que je ne tue plus personne. Où étiez-vous, justement, le 30 avril 1936, quand un infâme meurtrier a mis la fin à la vie de Crawford? J'étais au marché de Kensington pour une affaire dont j'ai le secret. Quelle affaire, Kearns? Une vente frauduleuse. Voyez-vous, j'ai montré à ma victime le prix de la maison que je voulais lui vendre. En l'occurrence, pour cette affaire, il s'agissait de 100 livres sterling. Au moment de rédiger le chèque, j'ai provoqué chez elle une vision double. De sorte qu'elle a écrit 4 zéros au lieu de 2, soit 10 000 livres sterling. Comment croyez-vous que j'ai pu m'acheter toutes ces maisons sur Mitochondrial Street? Mais c'est machiavélique. Arrêtons-le, Poirot. Il vient d'avouer. Vous ne pouvez rien contre moi. Il a rédigé ce chèque de son plein gré, sans menace ni contrainte. C'est son écriture. C'est sa signature. C'est donc légal. Fief et brigand, Kearns. Heureusement qu'il a été écrit dans le rapport médico-légal que Mr. Crawford n'est pas vu double, sinon vous seriez dès ce soir à la prison de Londres. Et vous n'êtes pas innocenté pour autant. Poirot vous a à l'œil. Emmenez-le, Hastings. Et faites venir notre prochain suspect. Merde.
votre identité, origine et adresse. Je suis Merv. J'habite au 8344 Mitochondrial Street. Je suis originaire du Congo belge, Elisabethville plus précisément. Des hommages, madame. Vous êtes donc ma compatriote. Elisabethville, oui, bien sûr. Cette charmante petite ville au sud du Congo belge, près de la Zambie, qui fabrique le cuivre. Pourquoi, madame? Avez-vous donc quitté ce paradis? Le devoir m'appelait à Londres, cette Babylone des temps modernes, pour lutter dans ce lieu contre les vices et perversions de l'âme. Murph, quel étrange acronyme. Pourquoi? Je suis la magicienne ensorceleuse du royaume de la rédemption des fautes, Merf. Demandez donc à votre secrétaire ce dont je suis capable. Vous verrez que je peux provoquer myoclonie, épilepsie, myopathie avec rugged red fibers et tant d'autres sortilèges. Les pouvoirs de Merf sont immenses. Effectivement, inspecteur Poirot, regardez son pédigré. Elle peut également provoquer surdité, rétinite, cardiomyopathie. Et oh, quelle horreur, elle peut couvrir un individu de lipome si celui-ci aime un peu trop l'alcool. Qui vous a enseigné ces pouvoirs, Merv? Ces dons de magie me viennent de mes ancêtres africains. Ils me l'ont enseigné pour une grande cause. Nous y voilà. La sorcellerie africaine. Écoutez, madame Merv, vous m'êtes bien sympathique, mais l'esprit cartésien de Poirot ne lui fait croire en rien à toutes ces balivernes. Malheur à vous, inspecteur Poirot, et à vos acolytes. Voyez ce qu'il en coûte de douter des pouvoirs de Merv. Mais c'est ma foi vraie, regardez. Elle vient de provoquer sur moi un lipome. Regardez, inspecteur Poirot, je ne contrôle plus mon bras droit. J'ai des myoclonies incessantes. Hastings. Arrêtez tout cela, enfin. Mais c'est pas possible. Il est devenu sourd. Je vous ai tous punis là où vous avez péché. Veuillez cesser tout cela, Merv. Sinon je vous inculpe pour sorcellerie sur inspecteur en mission. Pourquoi commettez-vous de telles actions, Merv? Voyez-vous, inspecteur Poirot, j'use de mes dons pour expurger toute forme d'acte impur sur cette terre. Une justicière autoproclamée, mais rien ne vous autorise à cela, Merv. Pour cela, il y a la loi, il y a la justice. Oui, je suis d'accord avec vous, inspecteur Poirot, pour les grands crimes, les délits sanctionnés par la loi. Mais moi, je lutte contre les vices qui restent impunis. La jalousie, l'adultère, les addictions, les désirs malsains, tout ce qui gangrène la société. Et je frappe là où les individus pêchent. Votre secrétaire me semble trop curieuse avec ses mains baladeuses dans les dossiers. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai provoqué des myoclonies de sa main. Quant à vous, inspecteur Hastings, prenez garde à ne pas être trop attentif à la voix de jolies femmes, car Merv pourrait faire en sorte que vous ne les entendiez plus jamais en vous rendant définitivement sourd. Vous, inspecteur Poirot, modérez votre addiction pour la liqueur de cassis alcoolisée. Merv pourrait vous couvrir de lipome. Mais pour ces vices, pour ces travers non punis par la loi, il y a la confession, il y a la repentance, il y a la religion, Merv. Et ce ne sont pas les églises qui manquent à Londres. Beaucoup de gens se disent chrétiens et ne vont jamais à l'église. Hé, inspecteur Poirot, les athées, eux, ne se confessent jamais. Soit. Que faisiez-vous le soir du 19 avril 1936 ? Je dirigeais un séminaire de sorcellerie à Manchester. Mon influence grandit en Angleterre et ma maison de Mitochondrial Street est devenue trop petite pour nos séminaires de magie.
car mes élèves sont de plus en plus nombreux. Et n'oubliez pas une chose, inspecteur Poirot. Quoi donc? Pourquoi me serais-je attaqué à Mr. Crawford? Je sais que c'était un brave homme, honnête et dévoué. C'est bien ce genre de personne épargnée par mes pouvoirs. Quelle femme étrange, hein? Elle vous a dominé pendant tout l'interrogatoire, Poirot, ce qui est rare. Vous avez trouvé à qui parler? C'est parce qu'elle est belge, comme moi. Oh. Hastings, c'est vous qui allez interroger notre prochain suspect, MNJ. La petite fille de Salisbury, où je chante, où je danse pour oublier mes soucis. Je suis Evangie, la petite fille de Salisbury. Mes copines me débinent car je suis la plus jolie. J'ai mes couettes jusque dans mon lit, mes soquettes de je ne les dis. Ma jupette qui n'a que deux plis, trottinette lorsque je m'enfuis. Je suis Evangie, la chouette et la chouette sont mes deux amies. J'ai mes couettes jusqu'en de mon lit, mes soquettes de je ne les dis. Ma jupette qui n'a que deux plis, trottinette lorsque je m'enfuis. Je suis Evangie, la petite fille de Salisbury. L'alouette et la chouette sont mes deux amis. Attention, je le dis, il ne faut pas qu'on m'embête, car sinon je punis, je tuerai vos mitochondries. Attention, je le dis, il ne faut pas qu'on m'embête, car sinon je punis, je tuerai vos mitochondries. Eh bien, vous voyez, Hastings, ce gang des mitochondriopathes, mais n'a vraiment aucun scrupule. Ils vont même recruter des enfants, et un nazi. Vous avez vu ça, Poirot? Cette sale gosse a mordu ma main. Ah, il n'y a plus aucun respect de la jeunesse aujourd'hui. D'ailleurs, regardez, elle fait partie de la génération W. Imaginez ce que ce sera avec la génération Y à la fin du siècle. C'est parce que tu es trop grand. J'aime pas les grandes personnes. Oh, mais non, vous en prenez pas à cette pauvre enfant. Oui. Elle a été abandonnée par des parents ignobles qui sont partis ouvrir une grande brasserie gastronomique. Une brasserie gastronomique? Oui, une brasserie gastronomique à Montparnasse, à Paris. Elle habite dans l'extrême est de Londres, à Bexley, dans le 22e arrondissement, où des âmes charitables se relaient chaque soir pour l'héberger, soit au 3243, soit au 8313 de Salisbury Road. Enfin, Miss Lady. Elle a rendu son malheur au centuple. On compte un peu plus de 120 victimes à son passif. Bon, je peux l'interroger? Seulement si tu me donnes un bonbon. Je déteste pour quiconque toute autre nourriture que les sucreries pour enfants. Justement. Dis-moi, tu t'attaques à tes victimes en les empêchant de s'alimenter, n'est-ce pas, ma petite? Oui. Je peux provoquer dysphagie, vomissement, gastroparésie, pseudo-obstruction intestinale et, si les aliments passent l'estomac, je provoque la diarrhée. Le but est d'empêcher l'absorption des aliments par tous les moyens. Mais c'est horrible d'empêcher une fonction essentielle de la vie, n'est-ce pas, Poirot? Tu te rends compte, MNJ? Tu bloques la croissance de tes victimes. Elles vont rester maigres et toutes petites. Oui, justement. Tel est mon but.
Je n'aime pas beaucoup les adultes. Mon rêve est que plus personne ne grandisse et que tout le monde reste des enfants. Malheureusement, empêcher leur croissance ne soulage pas tes sinistres ressentiments. Hein? Tu détruis aussi toute la substance blanche du cerveau de tes victimes, en déclenchant la neuroencéphalopathie extensive. Tu es fier de toi? Mais tu n'as rien compris. Cela n'est pas grave. D'ailleurs, leur intelligence, elle n'est jamais touchée. Pourquoi fais-tu cela alors? Mais parce que c'est joli. Tu vois, tu as perdu ton âme d'enfant, Hastings. Comme l'a dit Miss Lehman, j'habite à l'extrême périphérie de Londres. C'est facile pour moi d'aller à la campagne avec ma trottinette et regarder les papillons. J'aime bien les papillons. Eux, au moins, ils ne me font pas de mal. D'accord. Mais que faisais-tu le 30 avril, le soir où Crawford a été tué, justement à la campagne? Et ne t'en tire pas par une pirouette. Ne me raconte pas que tu étais à la chasse aux papillons de nuit. Non. J'étais à la chorale de Sainte Mary à Bexley. Comme vous l'avez vu, j'adore chanter. Ça aussi, ça apaise mes tourments. Telle est cette autre calamité, Hastings, le chant. Quand cet enfant chante, tout le monde s'arrête de travailler. Quand elle vient de sa lointaine banlieue, avec sa trottinette, elle perturbe toute l'activité de mitochondrial stress. Les commerçants n'ouvrent pas leurs boutiques. Les traders, les cheminots ne vont pas non plus travailler. Elle met un désordre considérable et tout Londres est paralysé. Mais c'est horrible. Et que font les autorités publiques? Les autorités publiques? Vous ne pouvez rien contre moi. Je suis une collégienne. Vous connaissez la loi comme moi, Hastings. Telle est sa force. Vous savez très bien qu'on ne peut pas mettre les enfants de moins de 14 ans dans une maison de correction. Et que faire alors? On avait bien trouvé une solution. L'expulser de Londres et la mettre dans une colonie de vacances. À la campagne, justement, dans le Sussex. Excellente idée! Oh, une catastrophe. Il lui a même pas fallu 2 semaines pour provoquer une anorexie mentale chez toutes les pensionnaires de la colonie. Bien fait pour elle. Elle m'énervait avec leurs baked beans, leur porridge et leur pudding. Moi, je ne voulais qu'elle mange que des sucreries, des bonbons et de la papa. Oh, la barbe! J'en ai plein les moustaches, moi, de cet enfant diabolique. Retourne à Bexley. On te reconvoquera à la fin de l'enquête. Je suis Evangie, la petite fille de Salisbury, où je chante, où je danse pour oublier mes soucis. Je suis Evangie, la Attention, je le dis, il ne faut pas qu'on m'embête, car sinon je punis, je tuerai vos mitochondries. Crawford. Quelle était la corpulence de Mr. Crawford? Ah, un sacré gaillard d'une demi-toise qui, comme Winston Churchill, avait un solide appétit. Oh. Angie ne peut pas être coupable. Hastings, mon ami. Vous ne faites pas travailler suffisamment vos petites cellules grises. Vous oubliez la déshydratation terminale par vomissement de Crawford. Déshydratation qui est de la plus haute importance. Il s'est déjà attaqué à des individus de 40 ans. Et je pourrais vous retourner l'argument. Elle a peut-être voulu le punir sur le tard d'être si costaud. Qui sait ce qui peut se passer dans la tête de cet étrange enfant? Bonsoir, messieurs les inspecteurs. Vous avez décidé de m'auditionner en dernier, c'est un très bon choix. Mais gardez le meilleur pour la fin. Taisez-vous, Paul. C'est Poirot, ici, qui pose les questions et qui décide quand vous devez parler.
Miss Lemon, montrez-nous donc le pédigré de Paul. Eh bien, Paul, les dégâts que vous pouvez causer à vos victimes sont impressionnants. Ils sont un bien triste manuel pour étudier en médecine. Qui donc vous a initié à tant de barbarie? C'est mon frère, Paul II. Quand nous étions grands, nous rêvions de devenir de grands criminels tels que Jack l'Éventreur. Pourquoi vous appelle-t-on Paul I? Bien que cadet, j'ai réussi à dépasser mon frère Paul II. Où habitez-vous? J'habite au 467, Chromosol Garden, juste à côté de mon frère qui lui est au 748. Oh, c'est une très belle demeure, conçue dans un magnifique parc. Ah bon, vous n'habitez pas à Mitochondrial Street? Mais que ferais-je à côté des petits joueurs de Mitochondrial Street? À moi tout seul, je peux reproduire tout ce qu'ils font, mais en plus grandiose, en plus spectaculaire. Vous voyez, Hastings, nous avons affaire à des criminels d'une nouvelle génération. Ces nouveaux venus sur le boulevard du crime n'hésitent même plus à se donner en spectacle. Vous êtes sorti de prison il y a peu, il me semble. Oui, en fin d'année. Il y a 5 ans, j'avais assassiné une famille entière. La grand-mère est décédée d'un état de mal épileptique. La mère d'une cardiopathie et le fils emporté par une défaillance hépatique. Cela avait fait la une des dames pendant une semaine à l'époque, monsieur Poirot. Quelle horreur. Et vous n'avez pris que 5 ans. Mais non, 10 ans. Vous avez qu'une remise de peine pour bonne conduite. J'ai d'excellentes relations, vous savez. Je me suis mis une bonne partie du jury dans la poche et puis j'ai pu me payer un excellent avocat. Au moins pendant 5 ans, vous avez été puni et vous avez pu réfléchir à vos crimes. Mais je ne suis pas ennuyeuse en prison. Tous les jours, les journalistes venaient me voir. Des hémisphères d'Hollywood sont venus mettre en scène l'un de mes anciens crimes. J'ai entretenu une relation épistolaire avec une comtesse. Et puis, je vais vous faire une confidence, mon cher Poirot. Quoi donc? Mais la jeune romancière, Agatha Christie, est venue me voir. Je lui ai donné bon nombre d'idées pour ce roman policier. Je lui ai parlé de vous pour son prochain roman. Vous verrez, vous aussi vous serez connu aussi grâce à moi. Miss Lemon, montrez-nous donc si Paul tue aussi rapidement qu'il le dit. Tout à fait, monsieur Poirot. Alors regardez, la courbe du bas est celle de Paul I et celle du haut, celle de son frère. Dans 40% des cas, il tue ses victimes en moins d'1 an. C'est un effet bien différent de ce que l'on sait des autres suspects. Que faisiez-vous, Paul, le soir du 30 avril 1936? J'étais avec une comtesse, vous savez, celle que je vous ai parlé. Après un si grand temps de réclusion criminelle, j'avais besoin de prendre un peu de bon temps, puis bon, pas avec n'importe qui. Non, je n'ai pas encore prévu de retourner aux affaires. Arrêtons-le, Poirot. C'est le coupable. Que vous faut-il de plus? Les preuves sont accablantes. Sa sortie de prison coïncide avec le début des symptômes chez la victime. Et de plus, la gravité et la multitude des lésions corporelles de Crawford coïncident avec son mode opératoire. À peine sorti de prison, il n'a pas su résister à ses pulsions mortifères. Oh, un peu de calme, Hastings. Le 30 avril 1936, le soir du crime, j'assistais au Regency Theatre à la première de la pièce de Shakespeare, Le Marchand de Venise. Il était bien avec la comtesse dont il parle. La comtesse Roberta Paley. Il était en train de parader avec elle au balcon d'honneur. Et alors, il a pu s'éclipser à la fin du spectacle. Le crime a eu lieu à minuit. Le spectacle finit à 23h. Il faudra vérifier, Hastings, mon ami, si on peut rejoindre à partir du Regency Theatre Blenheim en moins d'1 heure. Faites-le sortir. Et faites venir Barrett. Nous avons absolument besoin de Barrett. J'ai une très mauvaise nouvelle, Poirot. Barrett est mort, assassiné. On a retrouvé son corps flottant sur la Tamise. Non,
n'est pas possible, enfin. Barrett était notre meilleur indique sur le gang des mitochondriopathes. Qui a fait le coup? 2 frères apparemment, 2 Italiens, 2 Siciliens. Ils viennent d'arriver à Londres. Personne ne les connaît. Merci. Pour la première fois de sa carrière, Poirot est dans très grandes difficultés. Tous ces bandits ont des alibis qui se tiennent. Et je n'ai aucun indice, aucune explication. Et surtout, je n'ai aucun mobile pour ce crime. Et Barrett, qui n'est plus là, qui ne peut plus nous aider. Tenez, monsieur Poirot. Votre liqueur de cassis, ça va vous remonter. Non. Cette magicienne de malheur risque de provoquer chez moi un nouveau lipome. Miss Lemon, où allez-vous donc? Il faut que je retourne dans Londres. Il faut que j'aille me faire enlever un grain de beauté. J'avais rendez-vous hier, mais étourdie comme je suis, je me suis trompée de cabinet de dermatologue. Heureusement, le bon dermatologue compréhensif m'a redonné un rendez-vous aujourd'hui. C'est trompé de dermatologue. Un grain de beauté. Mais bien sûr, mais où avais-je la tête? Le dermatologue, le grain de beauté. Ah, Poirot, tu n'es pas encore à la retraite. Faites analyser le cerveau de Crawford. Poirot vient de découvrir le coupable. Vous venez de... Bien sûr, enfin. Vous venez de... Mais bien sûr, enfin, Hastings, Poirot a découvert le coupable. Vous venez de découvrir le coupable. Allez. Est-ce que Poirot va réussir à changer l'évolution? 1936, nous sommes très loin de 39. En fait, bien les simples, c'est un gang des mitochondriopathes. Et parallèlement, ici, vont se réunir et tenir un conciliabule. Est-ce que l'un d'entre eux pas apparaît coupable? Nart, qui est pour Nart? Paul G, qui est pour Paul G? MNGIE, oui. Et Murph, qui inquiète Poirot, Prends encore. sa concitoyenne. Ah, mais qu'est-ce qu'on a fait à Poirot? Ah, c'est propre, c'est inspecteur.
retrouvé Hastings. Ils n'y comprennent rien à ce meurtre. Et Poirot n'a rien pu dire suite à ma technique de diplopie. Et moi, je les ai terrifiés avec l'étendue de mes crimes. Et moi, vous avez vu comment j'ai attendri cette simplette de Miss Lennon? Quant à moi, j'ai cloué le bec à Poirot. Il en a été pour un lipome. Et moi, comment j'ai réussi à séduire et à mettre dans ma poche bonnet de Hastings? Ah Tu en penses pour lui, Narp? Ah, il est pas mal. Mais il a récemment perdu son divorce et n'a plus un shilling en poche. Rien à faire avec un leader. Youpi! Le Daily Mirror annonce que l'avancement de Sunderland est forfait pour le match retour. J'ai réussi mon coup d'hier soir au Stamford Bridge. Bravo, Narp. Tu as demandé une avance aux dirigeants de Chelsea, au moins. « 250 livres sterling. Tu aurais dû demander le double. Ah, toi, Kearns, le double. Toujours le double. Tu les as mises à la banque au moins? Mais non, j'ai tout claqué pour m'acheter de nouvelles fringues ce matin. Bon, passons aux choses sérieuses. Kurt. Effectivement. Il faut envisager l'avenir, définir les nouvelles orientations du gang. Première option, on continue à s'étendre sur Mitochondrial Street. Deuxième option, on étend nos pouvoirs sur Chromosomal Garden. Ton avis, Narp? Moi, je veux faire perdre la vue aux enfants de plus en plus jeunes et surtout aux enfants surdoués dans les écoles. Ce sont eux ensuite qui iront dans les collèges UP et dans les universités à Oxford et à la London School économique. Et ce sont eux ensuite qui deviendront les élistes capitalistes qui affameront le petit peuple. Merf. Moi, je suis de l'avis de Narp. Je sais que l'inventaire de mes pouvoirs n'est pas encore terminé. Tous les jours, j'en découvre de nouveaux. MNJ. Recruté pour le gang hors de Mitochondrial Street. Je peux travailler à cela dans mon district et en recrutant des copines plus hargneuses les unes que les autres. Polg. Tu connais ma position, Kearns. Faut s'étendre sur Chromosomal Garden. C'est là qu'il y a le plus gros gisement de malfrats malhonnêtes capables de frapper l'opinion publique pour des atteintes polyviscérales gravissimes. Et rappelez-vous que c'est notre extension sur Chromosomal Garden qui a permis de résoudre l'atteinte de familles entières, de père en fils, sur lesquelles nous avions si longtemps buté. Eh bien, nous allons mener les deux orientations à la fois. Ouais! Hey! Youpi! Encore youpi! Ça marche fort entre notre roi Edward et Miss Wallis Simpson. Edward est Red Dundee et il se murmure même qu'un mariage est en vue. Une intrigante 2 fois divorcée qui pratique l'adultère avec le roi. Quelle honte pour l'Angleterre. Vas-y, MNJ, fais donc plaisir à Merf, provoque une occlusion de son trouble digestif avant qu'elle s'étouffe comme un goré. Oh non, j'aime bien moi Wallis Simpson. Elle a ouvert plein de salons de massage en Chine. C'est vrai. Laissez-moi m'en charger. J'aimerais l'atteindre avec mes nouveaux pouvoirs. J'ai le choix. Soit provoquer chez elle de terribles migraines qui lui enlèveraient le goût de batifoler avec le roi. Encore mieux, je sais que j'ai la capacité de la rendre complètement folle. Attends. Tu voudrais t'attaquer à la potentielle reine d'Angleterre? Je croyais que moi seul en était capable. Je n'ai peur de personne. Je serais même capable d'aller au Vatican et d'ensorceler le pape Pie XI si jamais il bafouait les règles de la mission chrétienne telles que prescrites par Saint-Pierre. Non, pas le pape. Mais pourquoi pas le pape? Tu te rends compte, Kearns, le coup de pipe pour le gang? Rappelez-vous notre charte. On a toujours dit qu'on ne s'attaquerait pas aux vieillards.
Paul, parle-moi plutôt de tes projets pour amplifier nos crimes. Ah, tu vas être content. Il y a un mois, ma tante Carmela Scuderi m'a envoyé deux de mes cousins. Et je leur ai trouvé une planque. Le premier au 251 et l'autre au 587 de Chromosome Garden. Des Siciliens? Oh, j'adore! Présente-les-moi, Paul! Non, mais je n'avais pas que ça à faire, Narp. Notamment éliminer un indique de Poirot qui lui donne sans cesse de précieux renseignements sur nous. Il a ses habitudes. Tous les soirs, il va boire une bière dans une taverne de Tottenham. Falg, raconte-nous comment tu l'as éliminé. Ouais, ça n'a pas été facile. Le premier soir, je lui envoie celui qui loge au 587. Il a à peine réussi à le déséquilibrer, lui provoquer quelques vagues troubles digestifs. Du coup, le deuxième soir, je lui envoie celui qui loge au 251. Et là encore, une simple inflammation du pancréas. Les deux ensemble? Et là, pigo merf, les deux ensemble, ça n'a pas traîné. Blocage du rythme cardiaque, il est tombé raide mort. Ma tante Carmela Scuderi va être très fière de ses fils. Bravo, Polg. Ouais. Tu as réussi. Viens, que je te serre contre mon cœur, tu es le meilleur. Oui. Les amis, mon devoir est de vous parler d'une sombre perspective. Profitez bien de ces derniers instants. Un jour viendra où le gang des mitochondriopathes n'existera plus. Quoi? Les politiciens vont nous exproprier de Mitochondrial Street? Non, là, aucun risque. Avec ma fortune, j'ai corrompu la moitié des 2 chambres au Parlement de Westminster. Et le maire de Londres aussi, je l'ai acheté. La police? C'est elle qui va avoir raison de nous? Non, la police peut nous mettre en prison si nos alibis ne sont pas solides, mais elle ne nous retirera jamais nos pouvoirs. À ce propos, je ne veux pas savoir qui a fait le coup pour Crawford. Je veux simplement m'assurer des alibis. Narp. Alors, je te le jure, Kern, j'étais au match. Mais quand Chelsea a marqué le deuxième but, là, j'ai commencé à picoler avec les supporters, ils m'ont entraîné je sais plus où, je me souviens de rien. Ne t'inquiète pas pour elle, Kunz. Elles ne doivent pas avoir qu'un, mais plusieurs témoins. Murph, ton alibi. Moi, des centaines de personnes m'ont vu au Clarion Hotel de Manchester le soir du crime pour mon séminaire. MNJ? Ah, tes copines pourront témoigner de ma présence à la chorale de Sainte Mary. Par contre, je m'inquiète pour toi, Paul. Ce Poirot est un opiniâtre. Il fera de toutes les manières possibles le chemin de Blenheim jusqu'à Londres. Et si c'est possible en moins d'1 heure, ton alibi tombe à l'eau. D'ailleurs, Blenheim n'est qu'à 15 km de Londres. Je sais parce que j'ai fait le chemin avec ma trottinette une fois. Non, ne vous inquiétez pas pour moi. Mon alibi est intime. Kearns, tu nous parlais d'une menace tout à l'heure, là. Dis-nous-en un peu plus. En effet, il existe une 3e menace. Et cette menace, ce sont les médecins. Les médecins? Mais tu plaisantes, Kearns. J'ai attrapé un truc une fois, une bestiole. Chlamydier. Ah bah ils ont jamais réussi à m'en débarrasser. Hein. Détrompez-vous, ils progressent dans tous les domaines, car ils ont en eux une force terrible. Quelle est cette force, Kearns? La curiosité intellectuelle. Et il y a une catégorie de médecins où elle est particulièrement développée. Les neurologues. Oui. Les neurologues ont en eux une curiosité insatiable. Quand ils progressent dans la connaissance d'une maladie neurologique, on pourrait les croire rassasiés. Il n'en est rien, cela ne fait qu'amplifier leur curiosité, qui gonfle, enfle, et ne prendra jamais fin. En vérité, oui, mes amis, les médecins nous vaincront. Mais que vais-je devenir si on m'enlève mes capacités de nuisance, moi qui ne sais rien faire d'autre dans la vie? Pas de faiblesse, Narp. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une mitochondriopathe. Puis ça, ce n'est pas pour demain. Les médecins ont bien d'autres chats à fouetter avant d'avoir raison de nous. Les infections, les cancers,
les maladies cardiovasculaires, ça nous laisse de belles décennies de forfaiture à nous et à nos élèves. Allez, viens MNJ. Pour nous redonner le moral, chantons notre hymne. Ouais. Wouh. Écoutez, chantez MNJ. Nous sommes des psychopathes. Nous sommes des psychopathes. De vrais empoisonneurs de vie. Satisfaire nos envies, détruisant vos mitochondries. Moi qui ne suis qu'une môme, je m'attaque à votre génome. Comme toi tu es notre amiral, comme tu es notre amiral. Nous sommes les agents du mal mitochondrial. 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 Narp et Nerf sont mes deux amis. Ce sont des femmes insatiables. Ce sont des femmes insatiables. De vraies empoisonneuses de vie. Une seule base leur suffit pour éteindre toute énergie qui quittera vos viscères, quelles que soient toutes vos prières. Toi tu es infernal. Toi tu es infernal. Nous sommes les agents du mal mitochondrial. 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 Nous sommes les agents du mal. Nous sommes les agents du mal. Agents du mal, agents du mal, agents du mal. Nous sommes les agents du mal. Alors, ça sera difficile pour Poirot. Qui vous a convaincu? Applaudissez parce que vous pensez que c'est Narp. Est-ce que c'est Narp? Messieurs, elle vous a séduit. Ne faites pas vos hastings. Ils vous ont apostrophé. Vous êtes ceux qui vont réussir à les vaincre, les neurologues. Qui votent pour Kearns? Applaudissez pour Kearns. Beaucoup trop d'argent, il vous a tous corrompus. Qui vote pour la Belge, la belle Merf? Qui vote pour Merf? Trop convaincante, elle vous a ensorcelé. Il reste deux. MNGIE est-elle coupable sous ses faux airs d'adolescente? Qui vote pour MNGIE? Faut aider Poirot. Et qui vote pour Paul Géin, qui est à la tête d'une mafia sicilienne? Il n'a qu'à bien se tenir. Poirot arrive.
dès le début de cette affaire, Poirot a été confronté à 2 difficultés. La première difficulté est essayer de deviner l'identité du coupable à partir des blessures corporelles de Crawford. Stratégie vouée irrémédiablement à l'échec. Car tous les bandits que vous êtes provoquaient à peu près les mêmes blessures au niveau du corps humain. La deuxième difficulté était de deviner le mobile de ce crime. Parce que, comme l'a dit Hastings, la personnalité de la victime, Mr. Crawford, était lisse, totalement lisse. Mais le cerveau était important à analyser. Parce que c'est justement au niveau du cerveau que votre mode opératoire diverge. Analysons le cerveau de Crawford. Que constate-t-on? Constatons des lésions de la substance blanche, sous-corticale, essentiellement périventriculaire. Commençons par vous. Harpe. Vous êtes une délinquante notoire en mal de mariage. Vous attaquez parfois à la substance blanche, mais vous avez fait une petite cachotterie à Poirot. C'est essentiellement au niveau des noyaux gris centraux que vous effectuez vos pouvoirs. Or, le cerveau de Crawford était totalement indemne de lésions à ce niveau. Enfin, j'ai retrouvé le billet du match de football, votre billet, Chelsea-Sunderland, dans les tribunes populaires. Et votre degré d'alcoolémie, à minuit, dans les bas-fonds de Chelsea, vous rendez bien incapable d'attaquer qui que ce soit. Vous êtes une chipie, Harpe, mais vous n'êtes pas une meurtrière. De la même manière, vous, Kearns, vous pouvez aussi donner quelques anomalies de la substance blanche, mais tout comme Narp. C'est essentiellement au niveau des noyaux gris centraux que vous attaquez. Globe pâle, thalami, noyau codé. Grande largesse, grande noblesse, Kearns. Mais noble, vous ne l'êtes point. Vous êtes même un fiefé brillant. Cependant, Poirot a retrouvé ce fameux chèque de 10 000 livres sterling que vous avez déposé ce matin même à la Union Bank of London. Chèque qui prouve que vous aviez bien escroqué le soir du crime ce jeune homme fortuné, car l'analyse de l'encre du chèque a bien montré qu'il avait été rédigé au cœur de la nuit. Vous êtes donc innocenté. Mais ceci dit, Kearns, j'ai donné consigne à mes services désormais que les jeunes gens fortunés de Londres ne traitent plus avec vous qu'avec un bandeau sur l'œil, de telle sorte que votre petite escroquerie à la diplopie ne pourra plus durer très longtemps. Quant à toi, MNJ, tu n'y vas pas par 4 chemins. C'est toute la substance blanche du cerveau que tu détruis chez tes victimes. Or, le cerveau de Crawford ne comprenait que quelques lésions ponctuelles au niveau du cerveau. Et puis, tu étais bien à la chorale de Bexley, le soir du meurtre, en train de chanter à tue-tête. Tu as même tellement chanté que le lendemain, la moitié du quartier de Bexley était sourd. Tu es innocenté aussi, MNJ, mais attention, tu as 13 ans et demi. Dans 6 mois, tu auras 14 ans. Et tu iras dans une maison de correction. Alors fini la trottinette dans les rues de Londres. Fini la chasse aux papillons. En fait, le cerveau de Crawford n'est compatible qu'avec 2 suspects. Polk et Murph. Commençons par vous. Polk, vous êtes un serial killer médiatique, en mal de reconnaissance. Et ce crime, cette sauvagerie avec laquelle il a été commis tend à vous incriminer. Cependant,
après la représentation de la pièce de théâtre, Le Marchand de Venise, vous commencez à vous disputer avec la comtesse, Roberta Palais. En effet, soyons sérieux, Paul. Cette liaison adultère ne pouvait pas durer bien longtemps. Elle était seulement motivée par une espèce de curiosité malsaine et transitoire que peuvent éprouver ces femmes de haut rang, les criminels de votre académie. Dans la voiture, qui vous ramène à votre domicile, elle vous annonce qu'elle va vous quitter. Et vous, par frustration, vous provoquez chez elle, à minuit pile, un état de mal épileptique dont j'ai eu le rapport du St. Guy's Hospital. Ce nouveau crime abject vous disculpe, Paul, puisqu'il a été commis exactement à la même heure où Crawford a été assassiné. Vous êtes vous aussi innocenté, mais Hastings, maintenez-le en garde à vue, car il devra répondre de manière indirecte au meurtre de Barrett avec ses cousins siciliens. Ah, dans 10 ans. Il ne reste plus que vous, mère, la magicienne ensorceleuse au royaume de la rédemption des folles. Jolie mission, joli programme, qui ne vous condamnera certes jamais au chômage. Vous nous avez dit, je ne peux pas attaquer Mr. Crawford, car Mr. Crawford était pur. Un joli tour de passe-passe, madame. Poirot n'est pas dupe. Il se pouvait très bien que Mr. Crawford ait un petit vice caché, un petit travers non révélé par l'enquête et connu de vous seul. Vous qui êtes si forte à sonder les âmes d'un individu. Mais finalement, non, rien, il n'y avait rien dans le passé de Crawford. Alors pourquoi ce meurtre? Pourquoi ce crime? La solution m'en a été donnée de manière bien involontaire par Miss Lemon. Rappelez-vous ce qu'elle nous a dit. Je me suis trompé de dermatologue. Trompé de dermatologue. Une erreur sur la personne. Erreur que peuvent également commettre les criminels. Mr. Crawford et Winston Churchill avaient à peu près la même corpulence. C'est Winston Churchill qu'elle voulait atteindre, Hastings. Rappelez-vous ce qu'elle nous a dit. Je frappe là où les gens pêchent. La surdité pour vous, qui aimez la voix des jolies femmes. La déshydratation terminale de Crawford était en fait destinée à Winston Churchill, quand on connaît l'addiction pour la boisson de cet illustre grand homme. À partir de là, tout s'éclaire. Rappelez-vous ce qu'elle nous a dit aussi, je peux m'attaquer à n'importe qui et je n'ai peur de personne. Vous oubliez mon alibi? Les centaines de personnes qui m'ont vu au Clarion Hotel le soir du crime. Non, madame, non. 500 personnes ont en effet vu une magicienne. Mais ne vous ont pas vu, vous, mère. Vous n'êtes pas venue toute seule de votre Congo natal, à Londres, mais avec une sœur très, très, très ressemblante. À tel point que ce n'était pas vous qui étiez au séminaire de magie à Manchester, mais votre sœur. Inspecteur Poirot, vous avez beaucoup d'imagination. Oh, j'ai surtout un grand sens de l'observation, madame. Rappelez-vous, quand vous avez tourné autour de moi pour me défier, j'ai remarqué un petit détail qui a maintenant toute son importance. Enlevez-lui sa voilette, Hastings. Avec plaisir. Regardez, tout comme Miss Lemon, elle a un grain de beauté sur sa joue droite. Un grain de beauté que l'on ne retrouve pas chez la magicienne de Manchester. Oh! Ce n'était donc pas elle, Murph, qui était à Manchester, mais sa sœur. Ah, c'était bien joué, Murph. Assassiner Sir Winston Churchill et vous procurer un alibi en béton avec votre sœur au séminaire de magie. Seulement, vous vous êtes trompé de cible et vous avez oublié le petit détail du grain de beauté. En l'occurrence, madame, vous fîtes une double erreur.
Et enfin, la déshydratation terminale de Crawford. Vous l'avez déjà expérimenté. Ce fut même d'ailleurs votre premier crime en arrivant à Londres. Qu'avez-vous fait? Vous aviez déshydraté un adolescent. Qu'avait-il fait? Il avait seulement subtilisé un jus d'orange à un collègue à la récréation. Et vous, pour le punir, vous l'avez déshydraté. Si l'on veut une société pure, il faut châtier les enfants dès leur jeune âge. Emmenez-la, Hastings. Qu'elle soit pendue, haut et court. Non, 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 non. N'allez pas mettre fin à la vie de l'ingénieuse Murph pour la mort d'un simple domestique. Apprenez ceci, madame. Pour Poirot, que l'on soit un simple domestique ou un homme politique de premier plan, une vie est une vie. Non, 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 non. Bravo. Eh bien, Hastings, vous voyez, nous l'avons réussi à l'élucider, ce meurtre. Qu'allez-vous faire ce soir, mon ami? Oh, moi, je vais me rendre, s'il vous plaît, au 8993 Mitochondrial Street, chez Nard, pour l'inviter à dîner. Cette femme est charmante. J'espère bien la convaincre d'abandonner ses petits délits. Bonsoir. Poirot est dans le concret, le factuel, le raisonnement, la déduction. Mon ami, le capitaine Hastings, lui, est dans l'espoir, l'imaginaire, l'utopie. Et en effet, il s'imagine qu'on peut changer le caractère d'une femme. C'est même pas vrai. Séverine Janin. Kearns, Quentin Bourgeois. Merce, Irène Tabella Kassonde. MNGIE, Samantha Si. La mise en scène était de Éric Delors et la pièce est de Philippe Cabre. Interne, tous internes ou anciens internes. Exceptionnellement, les JNLF ne permettent pas de rappel. Vous êtes attendus pour les cafés à l'extérieur.